je suis ravi de te recevoir ce soir, Valérie. Valérie Dupuis, infirmière, coach, voilà, que j'ai appris tout à l'heure, est spécialisée aussi dans les soins de plaie. Donc, je trouvais Tu ça savais très pas? intéressant. Non, j'apprends toujours plein de choses, C'est super. c'est ce que je dis à chaque fois. Alors donc, aujourd'hui comment ça va se passer? Donc l'objectif des webinaires, c'est vraiment d'être dans l'échange. Pourquoi est-ce on organise ce type d'événement? Eh bien, tout simplement parce qu'on a envie d'amener une autre dynamique avec un caractère bienveillant en apportant des solutions aux infirmières, raison pour laquelle on s'appelle Solinfi. Donc, on ne fait pas que des formations, mais on essaye vraiment de faire en sorte de sortir de ces pensées négatives, d'aller un peu dans une logique out of the box, fameuse petite maison qu'on doit construire en ne levant pas son crayon. Eh bien, on est là-dedans. Alors, on y va. Je te laisse démarrer ce petit échange sur le thème de comment surmonter les obstacles quand on est soignant. Bien évidemment, si on n'est pas soignant, je crois que ça peut servir aussi, hein. Donc, les Oui, bien infirmières, sûr. les infirmiers qui ont leur compagnon qui n'est pas dans le secteur, mais qui ont quelques obstacles compliqués à gérer, ça marche aussi. On peut leur transmettre dans la vie de tous les jours les quelques conseils qui vont être abordés aujourd'hui. L'idée aussi avec ce petit échange, c'est déjà d'avancer sur une future formation qu'on va mettre en avant avec et par toi, Valérie, bah, sur un thème qu'on abordera plus tard. Allez, c'est parti, raconte-nous tout. Ah bah donc moi, je suis vraiment super contente, d'être là et de partager ce moment avec vous. Et donc, quand Loïc m'a appelée, il m'a dit: «Bah, voilà, je pense que tu es la bonne personne pour parler justement de comment surmonter les obstacles». C'est parce que, il fait référence à mon histoire. J'ai une histoire, qui m'a invitée à surmonter pas mal d'obstacles. Et c'est comme ça que, j'ai, de fil en aiguille, je suis passée d'infirmière à coach, je suis aussi hypnothérapeute pour vraiment, trouver des ressources, voire, pouvoir aider les personnes à trouver des ressources justement pour surmonter leurs obstacles. Donc je vais un peu vous raconter mon parcours, pour justement, heu, vous donner des pistes de, comment est-ce que moi j'ai vécu les choses, en sachant que chaque personne est différente et qu'il y a autant de manières de vivre les choses qu'il y a de personnes, sur terre, hein, que donc ça, c'est hyper important déjà à le savoir. Mais parfois, entendre les histoires des autres, on peut s'en inspirer pour voir comment est-ce que ça résonne en soi pour, peut-être puiser deux trois pistes pour, avancer au sein de sa propre histoire. Donc moi, comme Loïc l'a dit, je suis infirmière, de formation. J'ai fait du domicile pendant, près de 15 ans. Sauf qu'au milieu de ces 15 années, j'ai été arrêtée net, par un cancer. On m'a diagnostiqué un cancer quand j'étais en pleine ascension professionnelle. C'est-à-dire que, j'avais créé ma propre tournée, je m'étais associée avec quelqu'un et ça grandissait, ça grandissait. On était vraiment en train de mettre des choses en place et puis, un diagnostic tombe. Quand on me diagnostique, je suis déjà métastasée. Donc c'est vraiment la douche froide. Et à ce moment-là, malgré, que je sois infirmière, il y a une forme de déni qui s'installe. Je me souviens avoir appelé ma collègue, je lui ai dit: «Écoute, j'en ai pour 6 semaines. Dans 6 semaines, je suis de retour». J'ai mis 3 ans avant de me remettre à travailler parce que ça a été bien plus compliqué que les 6 semaines auxquelles je m'attendais. Et donc j'ai vraiment été coupée dans mon élan. À l'époque, j'avais 25 ans, donc on est en plein dans les projets tant professionnels que même, en termes au niveau familial. À 25 ans, ça remet beaucoup de choses en question, ne fût-ce que la place, du couple, la place, d'avoir des enfants ou pas. Et donc il y a vraiment un lot de peurs, de questions, qui voilà, qui est présente et on se demande vraiment comment est-ce que c'est possible en fait de surmonter ça. Et donc, j'ai entendu beaucoup de, «Plus jamais, ça c'est quelque chose que vous ne pourrez plus jamais faire, ça, c'est, non», voilà, typiquement, on m'avait dit que j'aurais pas d'enfant. J'ai même signé des papiers qui disaient qu'en effet, les traitements que j'avais
faisait que, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Hem grâce à plein de choses que j'ai mis en place, j'ai toujours cru, en fait, que ce serait possible et en fait, de fil en aiguille, je suis la première femme au monde à avoir eu des enfants après le traitement que j'ai eu. Donc ça, c'est déjà la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est continuer de croire, simplement continuer de croire que c'est jouable, en fait et que si moi, je suis devenue une grande convaincue de si c'est juste pour nous, en fait, ça va fonctionner. Parfois, on ne prend pas tout de suite le bon chemin et donc la vie nous met un peu des gros pâtés, bien dégueux, en mode, «Mais là, tu fais fausse route». Mais en fait, c'est juste que c'est pas le bon chemin. Mais c'est important de juste continuer à croire, à nourrir finalement ce en quoi on croit et du coup ça permet vraiment de en tout cas moi, croire que j'allais avoir des enfants, ça a été ma carotte au bout du bâton. C'était ce qui me permettait d'avancer. Pour moi, il était hors de question de mourir sans avoir des enfants et comme mes médecins m'avaient dit que je ne verrais pas mes 30 ans, bah, c'est sûr que j'étais là, oui, mais non, ça c'est no way, c'est pas possible, quoi et donc malgré tout ce qu'on m'avait dit, tous ces plus jamais, tous ces trucs qui étaient très, finalement statistiques, scientifiques, beh, finalement, il y a quand même, il y a moyen de déjouer tout ça, en fait. Et ça, je suis convaincue que c'est une forme oui, c'est une forme de foi en soi, de confiance en la vie, de se dire que, alors ça paraît des grandes phrases bateau, mais que tout est possible. Mais finalement, depuis que je crois ça, et j'ai plein d'autres exemples que je vais vous partager, je pense sincèrement que tout est possible, que tout vient à point, que parfois il faut attendre que les planètes s'alignent en fait, simplement et quand c'est aligné, en fait, la fluidité s'installe et c'est jouable. Qui est très compliqué et c'est de ça que c'est là-dedans un peu que je vais vous aiguiller, c'est quand on est un peu dans cette boule de nœud où on a l'impression qu'on essaye de tirer sur un bout, ça ne fait que resserrer la boule et que du coup on va jamais s'en sortir et alors on a l'impression qu'on se noie un peu dans notre merdier, en fait. On a un peu les pieds dans la bouillasse et quand on essaye de sortir, finalement on s'enfonce un peu plus et ça c'est super compliqué. Je peux vous donner un autre exemple, de trucs par quand les planètes s'alignent. C'est, j'ai toujours, une de mes grandes valeurs, c'est la transmission. C'est hyper important pour moi de transmettre, que ce soit, mes valeurs, que ce soit ce que j'ai vécu ou ce que je vis, de transmettre des connaissances et cetera et j'avais toujours dit: «Oh, je rêverais d'un jour avoir une chronique à la radio». Le truc qui, dans un premier temps, on se dit: Madame tout le monde, je me vois mal appeler une radio et dire: «Bonjour, moi je voudrais avoir une chronique» et je sais que j'avais nourri ça, alors moi j'aime bien, je fais ce qu'on appelle du journaling, donc j'écris dans un petit journal, ce que j'ai envie, mes projets, mes objectifs, et parfois je les écris et je me souviens avoir écrit, un jour j'ai une chronique radio sans rien mettre en place en fait. Et puis 9 mois après, parce que j'avoue, ça m'a tellement sauté aux yeux que j'ai été voir à quelle date j'avais écrit mon truc. 9 mois après, un jour, je vois, une annonce sur Facebook, «Vous recherchez, vous avez envie d'être chroniqueuse radio, contactez-nous» et donc en fait, c'est à ce moment-là que c'est important de saisir l'opportunité et de pas écouter sa peur. C'est déjà une des premières clés. C'est au moment où l'opportunité se présente, c'est d'oser pousser la porte. Parce que la première chose que je me suis dit: «Attends, c'est ce que tu as envie au fond de toi, mais qu'est-ce que tu vas raconter tous les lundis pendant 10 minutes à la radio? Il faut du contenu. Est-ce que tu es assez ceci? Est-ce que, tu as, le, l'aisance pour parler? Est-ce que, tu» et donc en fait, il y avait mon mental vient avec plein de peurs. Vraiment, je me dis: «Oh, non, 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 c'est pas possible». Et là, c'est hyper important, c'est un petit exercice qu'on peut faire aussi quand on a, une opportunité, mais qu'il y a quelqu'un il y a l'opportunité qui est là et il y a un peu la partie de nous qui dit: «Non, non, attends, mais tu es sûr de vraiment vouloir y aller?» C'est important de prendre du temps pour juste dire: «OK, de quoi réellement tu as peur?» Et puis, là, déjà, vous allez voir qu'il y a plein de peurs qui sont pas du tout, rationnelles et il y a beaucoup de peurs auxquelles vous pouvez déjà y répondre,
simplement en posant des questions. Ce qui fait le plus peur, c'est le doute et souvent nos plus grandes peurs, en fait, elles sont présentes parce qu'on a un manque d'informations, en fait. Et donc qu'est-ce qui fait c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un manque d'informations? Ben, en fait, on s'imagine monts et merveilles, on s'imagine plein de scénarios juste par manque d'informations. Et donc ça, c'est hyper important. Oser saisir l'opportunité, oser aller pousser la porte et honnêtement, moi, j'ai hésité et quand j'ai appelé, j'ai appelé la radio en disant: «Beh, voilà, moi, je suis intéressée, mais» et j'ai commencé par d'abord m'auto-saboter en disant: «Mais j'ai jamais fait ça, mais ceci, mais cela» et j'ai eu de la chance d'être tombée sur un gars hyper, gentil qui m'a dit: «Mais il faut pas vous mettre la pression, si vous avez des choses à transmettre et vous avez des choses à raconter, ça va coller. De toute façon, on va faire un essai et puis, à vous de nous dire, si ça marche ou pas. Et depuis, ça fait 2 ans que, je suis à la radio tous les lundis et que et même encore maintenant, parfois je me dis: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire?» et puis en fait, parfois ça arrive, 2 jours avant, le jour, je me dis: «Ah ouais, tiens, je vais parler de ça» et hop, ça va tout seul. Mais l'idée, c'est saisir l'opportunité et ne pas s'arrêter à: «Il y a ça qui me fait peur, en fait». Il y aura toujours une part de nous qui est, un peu qui est notre ego, notre mental, qui va nous dire, «Oui, mais tu es sûr de» parce que qu'est-ce qui se passe? Notre mental, en fait, il n'aime pas l'inconnu et donc il va toujours aller rechercher une expérience antérieure pour vous dire: «Oui, mais tu te souviens, quand tu avais fait ça, il s'était passé ça». Mais est-ce que ça va forcément se reproduire? Non et c'est important d'observer ça, en fait. Si vous observez que, ben, oui, en effet, quand il s'est passé ça, beh, il y a ça qui s'est passé, beh, après prenez un peu de recul, dire: «Oui, mais finalement après, est-ce que j'ai survécu? Qu'est-ce qui était le pire qui s'est passé? Ah oui, en fait, c'était pas si terrible que ça. Ah bah oui, bah, en fait, j'ai juste peur de l'inconnu» et c'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Mais parfois on dit, hein, nos plus grands rêves sont derrière nos plus grandes peurs et parfois ça vaut la peine de saisir l'opportunité. C'est vraiment une des clés de se dire: «OK, j'écoute pas mon mental, je sais que j'ai peur», de reconnaître cette émotion parce que c'est une vraie émotion et alors si on part un peu dans les émotions, il y a les émotions primaires. Chaque émotion correspond à un besoin et donc en fait, l'émotion de la peur, le besoin qu'on a derrière, c'est un besoin de compréhension. Et donc en fait, on a besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin aussi d'être rassuré. On a un besoin de sécurité. Et là, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui, moi, me met en sécurité. Qu'est-ce qui fait que quand je suis vraiment tétanisée, je permets de me remettre dans une zone dans laquelle je me sens en sécurité. Ça peut être prendre un moment pour soi, pour simplement faire un pas en arrière. Parce que quand on a le nez dans le guidon, ben, en fait, on voit plus clair. Donc parfois, prendre un temps pour soi, faire un pas en arrière, mais ça, de nouveau, c'est propre à chacun, hein. Chacun a sa méthode pour calmer un peu tout ça et retrouver sa zone de sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est, saisir les opportunités et ne pas écouter notre mental qui, lui, va de toute façon avoir tendance, comme il a une peur de l'inconnu, à vous dire: «Surtout n'y va pas. C'est une connerie d'y aller. Non, 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 n'y va pas, tous les warnings s'allument et non, 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 n'y va pas, là, tu vas te brûler les ailes». Mais d'un autre côté, si au fond de vous, vous savez pourquoi vous voulez y aller et c'est ma deuxième clé, c'est ce fameux why dont tout le monde parle. Alors c'est Simon Sinek, qui en a, fait, il en a fait un TEDx, qui est très connu. Si vous tapez sur Google, vous pouvez le voir, ce fameux why. Mais pas le pourquoi, votre pourquoi du cœur. Dans quel but vous voulez atteindre cet objectif? Quelle est votre cause? Quelle est votre croyance? Quelle est la valeur que vous allez nourrir en voulant aller derrière cet objectif? Par exemple, moi, la chronique radio, c'était ma valeur de transmission qui était tellement importante pour moi, mais que finalement, c'était ça mon moteur. Et là, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter au comment je vais y aller. Quand j'ai écrit dans mon petit carnet, un jour j'ai une chronique radio, j'étais loin d'imaginer comment j'allais y arriver. Et pourtant, un jour, l'opportunité s'est présentée. Je peux vous donner un autre exemple par rapport à la transmission, et là, Loïc, ça va te parler.
quand j'ai fini mes traitements, avant, j'ai recommencé après à faire du domicile, mais de façon plus light parce que mon corps ne me permettait pas de le faire de façon hard. Et j'avais dit à l'époque, à mon mari, je lui avais dit: «Oh, je recommencerai bien des études. Si je dois refaire des études, je serai instite parce que j'ai toujours aimé enseigner». Et j'ai juste pas eu le courage, parce que, bah, entre-temps, j'avais, 29 ans, et je me voyais mal me remettre sur les bancs de l'école avec des petits jeunes de 18 ans. Enfin, c'était compliqué et puis ça demandait de l'énergie que je n'avais pas encore à l'époque, vu que je sortais de mes traitements. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai gardé en tête. Et puis un jour, n'est-ce pas Loïc, les planètes se sont alignées et voilà maintenant que je donne des formations. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'était pas juste à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est juste. La vie a passé, il y a plein de choses qui sont mises en place. J'ai continué à me former, j'ai fait plein d'autres choses avant d'arriver à ça. Mais ce pourquoi de transmission est tellement important pour moi que finalement, ben j'en viens à enseigner et finalement, j'ai encore plus de plaisir à enseigner à des adultes, quelque chose qui m'anime vraiment, qui est vraiment important pour moi. Et en effet, j'aurais fait les études d'un site, je ne suis pas sûre que j'aurais pu être un site, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion de transmission. Quand je vais chercher mon pourquoi, ben, du coup, ça me permet de me libérer de toutes mes peurs, ça me permet de m'ouvrir aux opportunités sans écouter mon mental. Vous voyez un peu l'idée? Et en fait, l'idée du pourquoi, c'est booster sa motivation. Et j'avais proposé à Loïc de faire un petit exercice justement pour vraiment trouver son pourquoi. Loïc, tu avais donné ton accord, hein? C'est Ouais, toujours OK pour toi? c'est- C'est un exercice qui est très, très chouette à faire, que vous pouvez faire tout seul ou accompagné par un coach. Moi, je fais ça beaucoup avec les personnes que je vois en consultation, pour vraiment les aider à aller, voir quel est vraiment ce qui les anime, en fait. L'idée, c'est un peu de faire comme quand on pèle un oignon. Donc on part de la première couche et puis on va vraiment creuser à l'intérieur. Donc, par exemple, Loïc, si en termes d'objectifs, donc toi, tu as créé Solinfi. Quel était ton objectif en créant Solinfi? Mon objectif final, Non, quand le jour où tu t'es dit, parce que je sais qu'avant tu avais une société de soins à domicile, Qualivity. Le jour où tu t'es dit: «J'arrête Qualivity», tu as eu une zone d'errance, mais ça, c'est comme tout le monde et puis, tu t'es dit: «OK, je vais créer Solinfi» et d'ailleurs Solinfi au début n'était pas à évoluer et donc au moment où tu t'es dit: «Je vais créer Solinfi», c'était pourquoi? parce que j'avais besoin de retrouver du sens. OK. Le sens pour Retrouver du moi sens. passait par le fait de pouvoir, bah, je reprends un peu ton terme, de pouvoir transmettre, mais de mon côté, j'aime bien transmettre par le biais d'un esprit d'entreprendre. Donc j'ai besoin OK. d'être animé et en même temps d'animer des personnes, autour de moi. Donc avant de prendre le plus de plaisir par le fait de donner des formations, j'adore organiser des formations pour pouvoir essayer de toucher le plus de personnes possible. Donc un peu comme, OK. quand j'étais infirmier, j'adorais soigner, mais mon objectif supérieur était de pouvoir, essayer de toucher le plus de patients possible selon les valeurs qui m'animaient. OK. Donc ça, Alors, c'est tu sapes un peu mon exercice parce que tu me donnes ton pourquoi est déjà hyper clair. Mais en fait, l'idée, c'est de chaque fois aller challenger la réponse à son pourquoi. Donc, tu m'as dit, quand je t'ai demandé pourquoi, tu m'as dit parce que j'aime entreprendre, tu avais envie d'entreprendre. Si tu t'étais arrêté là, je t'aurais dit pourquoi c'est important pour toi d'entreprendre. C'est important pour toi d'entreprendre parce que j'aime organiser, j'aime animer, tu vois? Et puis tu décortiques encore. Pourquoi c'est important pour toi d'animer? Pourquoi c'est important pour toi d'organiser? Parce que j'aime transmettre, parce que tu vois? Et en fait, c'est vraiment ça l'exercice. C'est à chaque fois, vous avez un objectif, vous avez un projet, de vous demander: «Pourquoi je fais ce projet?» Loïc, là, dans un premier temps, c'était: «Parce que j'aime entreprendre». Parce que, OK, pourquoi j'aime entreprendre? Qu'est-ce qui m'anime quand j'entreprends? Et hop, il y a une 2e réponse qui apparaît et puis on va de nouveau aller challenger cette réponse. Pourquoi est-ce que j'aime organiser des formations? Pourquoi est-ce que j'aime
animer. Qu'est-ce que j'aime dans animer? Ah, j'aime, transmettre, j'aime toi, tu es un vrai passionné, donc il y a une notion de passion vraiment derrière ça et donc à chaque fois, on va vraiment alors, aller challenger ce pourquoi, un peu comme quand on pèle un oignon et puis vous allez arriver à votre valeur, à la valeur qui vous drive. Alors dans les valeurs, il y a différentes choses. Il y a les valeurs hautes, il y a les valeurs basses qui sont un peu les valeurs de la société. Le respect, l'amitié, la le c'est ça, c'est un peu les valeurs que la société nous a apprises, mais il y a les valeurs hautes qui sont vos valeurs. Qu'est-ce qui sont votre moteur? Et c'est en questionnant ça que vous allez aller découvrir quel est votre moteur. Et en comprenant comment fonctionne votre moteur, vous allez à chaque fois pouvoir vous appuyer dessus, en fait, pour pouvoir passer un step au-dessus, en disant: «Mais ça, c'est réellement important pour moi». Alors, je vois, Rachida qui met: «Pourquoi on n'ose pas alors quand on le veut vraiment?» Eh ben, c'est parce que, ça veut dire que tu écoutes tes peurs. Il y a quelque chose et c'est important de te dire: «OK, qu'est-ce qui me fait peur? De quoi est-ce que j'ai réellement peur quand alors que ça, je veux vraiment?» Et puis il y a aussi alors bon, là, c'est mon côté hypnothérapeute qui va parler, le côté où souvent quand on n'ose pas faire les choses, c'est parce que, on a un bénéfice secondaire à rester dans la situation dans laquelle on est. Si je passe le cap, qu'est-ce que je perds en passant ce cap? Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire: «OK, moi j'ai envie d'aller là, mais si je vais là, il y a quelque chose qui va devoir changer et ça, c'est quelque chose c'est pas si facile pour moi». Et une fois qu'on a identifié cette difficulté-là, dire: «OK, quelle solution, quelle stratégie je peux mettre en place pour que cette difficulté-là ne soit plus une difficulté?» Et c'est important de pouvoir aller mettre le doigt, en fait, sur ça. J'ai un objectif, j'ai vraiment envie d'y aller, mais il y a un «oui, mais». Quel est ce «oui, mais»? Quel est le bénéfice secondaire à rester dans la situation dans laquelle je suis? On n'est pas complètement taré, hein. Si c'était si facile que ça, si, on irait d'office vers notre objectif. C'est qu'il y a un élastique qui nous tire un peu. Quel est cet élastique? Et quand on a identifié l'élastique, ben alors du coup, on peut trouver une stratégie pour couper l'élastique, enlever l'élastique. Moi, c'est des choses que je fais beaucoup en hypnose, pour aller vraiment trouver les stratégies, en fait, qui nous auto-sabotent. C'est un peu ça. Et donc, c'est intéressant de décortiquer sa peur, de voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi qui fait que là, en fait, j'y vais pas vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Souvent, on retrouve quand même, tu vois, tu parlais du pourquoi et en fait, un des blocages aussi, c'est que son pourquoi n'est pas suffisamment clair et n'est Ouais, pas suffisamment fort. Hem, tu parlais tout à l'heure, de Alec, j'ai oublié son nom. Simon Sinek. Voilà, Simon Sinek, merci. De mon côté, c'était plus, Napoléon Hill qui me Ouais. drivait, quand même très fort et qui continue à me driver et un des points fondamentaux, c'est la foi et le désir ardent et on Ouais. parle pas de foi, hem Spirituel. de foi rituelle. Ouais. On parle de foi vraiment, De là, croyance, de dans croire. notre fort intérieur. On doit être certain que le pourquoi qu'on a défini, le pourquoi clair qu'on a défini, on doit être capable on doit être conscient qu'on peut y aller, on va y aller, on y arrivera. Et donc je trouve qu'il y a souvent ce lien entre les deux. Et comme tu l'as dit, hein, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir relier ces deux notions avec le socle. Et le socle, ce sont les valeurs. En tout cas, si on revient de mon côté dans pourquoi on me pose souvent la question, bah, pourquoi je, j'ai réussi à créer une structure de soins à domicile d'une taille pareille. C'est parce qu'en fait, dès le départ, j'ai travaillé avec un accompagnateur, un coach sur la mission réelle de mon ancienne société et donc du coup aussi des valeurs.
Et en fait, les patients qui étaient accompagnés dans une dynamique de valeurs. Bien sûr, on n'était pas du tout dans le pays des bisounours, je le dis souvent dans les formations, les emmerdes que chaque infirmière peut vivre au quotidien, je les ai eues. C'est pas parce que j'avais une grosse société basée sur un pourquoi avec des valeurs que forcément tout, Ça tout n'enlève pas la difficulté, roulait. hein. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important de pouvoir leur dire. Aujourd'hui, on donne des clés pour pouvoir aider à surmonter les obstacles, mais on ne va pas donner les clés pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'obstacles. Mais non, c'était mon prochain point. C'est important de pouvoir se dire que, vivre en ayant confiance que tout est possible, c'est pas, c'est pas facile. Je veux dire, moi, j'ai cette grande confiance en la vie. Le fait d'avoir vu la mort de près m'a donné vraiment cette confiance en me disant: «Bah, voilà, je me sens, je sais que j'y arriverai, que c'est possible», et c'est vraiment ce que je transmets aux personnes qui viennent me voir, c'est de croire en soi finalement. Je Mais refais par contre, Pardon, je refais juste une aparté parce qu'il y a quand même plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui sont arrivées après le début. Et donc, je rappelle quand même que tu as été touché par le cancer, ouais, un cancer métastasé où tu es allé quand même très très loin. On t'a on t'a indiqué que tu n'aurais plus d'enfants, ouais, que ta à vie la fin. que ta vie était terminée. Et donc, en tant qu'infirmière, tu as entendu ça, tu as dû subir tous les chocs psychologiques qui sont liés à notre secteur de soignants. Et puis, tu as rebondi pour être là où tu te trouves et pour pouvoir intervenir ce soir. Je t'en remercie encore. Voilà, Avec grand plaisir. Donc je disais, c'est pas pour ça que, ma vie est plus facile que la vôtre. J'ai les moments où je suis complètement down, où je n'ai qu'une seule envie, c'est de pleurer, où j'ai l'impression d'avoir ses pieds dans la bouillasse. Mais par contre, j'ai cette confiance que j'ai les ressources en moi. Et quand, je me sens vraiment dépassée et qu'il y a trop de couches de crasse, qui empêchent finalement d'avoir accès à mes ressources, mais je vais chercher des ressources extérieures moi aussi. C'était une difficulté quand j'ai commencé à faire du coaching, c'était de me dire: «Bah, en tant que coach, je me dois de toujours être, bah, au top puisque comme j'accompagne les gens à être, mieux dans leurs pompes, bah, c'est normal que je sois tip top dans mes pompes». En fait, ma vie n'est pas non plus n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai des couacs, j'ai il y a plein d'obstacles qui viennent se mettre que je dois continuer à surmonter. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important de se dire, c'est que, hem, c'est pas, rendre la vie facile qui est possible. Ce qui est vraiment possible, c'est croire qu'on a toutes les ressources en soi pour y arriver. Et souvent, elles sont camouflées par une couche de crasse, une couche de micro-traumatismes qu'on a vécu, d'épreuves qu'on a vécues, et je dis toujours: «On porte tous notre baluchon», et le mien est pas plus lourd que le vôtre. C'est pas parce que, j'ai eu un cancer métastasé que, mon baluchon est plus grand que le vôtre. Il y a pas de, comme on évalue chacun en fait la j'ai du mal à trouver le mot, la difficulté que l'on vit, mais elle est propre à nous, à notre vécu, à notre éducation. Et ben, on a tous un baluchon, et en fait, c'est pas ce qui est hyper important, c'est croire qu'on est capable de l'ouvrir pour aller trouver les ressources pour doucement le vider. Et ce baluchon, parfois, tous ces traumatismes, toutes ces épreuves font qu'en fait, on voit plus ces ressources. Et donc je disais, ça, c'est vraiment hyper important de voir l'apprentissage qu'il y a à tirer derrière l'épreuve, en fait, que vous traversez. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, à faire. Autre chose, j'ai envie de vous parler de cette notion d'échec. On dit souvent, quand on a un projet, on vit toujours des petits échecs. Mais est-ce que les échecs sont vraiment des échecs, ou est-ce que les échecs sont des marches qui vous permettent finalement de gravir ces escaliers et qui vous permettent de monter vraiment vers votre objectif? C'est hyper important de se dire que, nos erreurs nous apprennent des choses et qu'on peut apprendre de nos erreurs, et que
Juste s'arrêter et se dire: «J'ai échoué, ça n'a pas marché», sans vraiment prendre le temps d'analyser la situation, sans vraiment prendre le temps de dire: «OK, mais qu'est-ce qui se passe en fait réellement? Qu'est-ce qui fait que là, ça n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place si votre objectif est vraiment, a vraiment du sens pour vous, est vraiment touche vraiment, heu, votre profondeur, donc touche vraiment votre pourquoi. Pourquoi est-ce que, ça n'a pas fonctionné? Comment est-ce que je peux analyser les choses pour justement rebondir sur cet échec? Pour améliorer, pour continuer à avancer vers cet objectif? C'est quelque chose qui est important d'arriver à simplement voir les échecs pas comme un mur qui vous tombe dessus, mais comme une marche qui vous permet de passer au-dessus du mur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est c'est une belle, c'est une vision qui est importante à avoir parce que, c'est grâce à nos erreurs qu'on apprend. Un enfant qui apprend à rouler à vélo, il va tomber 56 fois, il va toujours remonter sur son vélo. Puis il va comprendre qu'il est tombé parce qu'il n'a pas pédalé assez vite et que donc le vélo s'est arrêté. Il va comprendre qu'il est tombé parce qu'il arrête pas de bouger son guidon et que donc il n'arrive pas à aller droit et en comprenant ça, en comprenant tout ça, il va finir par arriver à rouler en vélo et c'est important. C'est très moi, je trouve ça hyper chouette d'observer les enfants, d'observer comment ils fonctionnent. Un enfant pour apprendre à marcher tombe des milliers de fois et pourtant il se relève toujours. Donc il a, enfant, on a cette dynamique de: «C'est pas grave si je tombe, j'y retourne», qu'on perd un peu avec, nos croyances, en écoutant notre mental, en écoutant un peu les avis de tout un chacun autour. On perd un peu cette capacité à se relever, parce que c'est comme si, se relever, on était sûr de retomber. Mais de un, si on retombe, c'est pas grave et puis de 2, on n'est pas madame Irma, on n'est pas sûr qu'on va retomber, en fait. Qui a dit que d'office on allait retomber? Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant de garder un peu en tête, c'est que, pour pouvoir marcher, on est tombé des milliers de fois et si on avait abandonné, on serait toujours à 4 pattes. Et ça, ou on roulerait pas en vélo, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper essentiel de garder en tête. C'est ce côté, les échecs sont des marches, ce sont pas des murs qu'on se prend en pleine tronche. Et ça, je pense que, ça permet finalement de continuer, de s'accrocher, de trouver de nouvelles stratégies, de mettre de nouvelles choses en place. Alors, autre chose que j'ai envie de partager avec vous, vous m'arrêtez, hein, si vous avez le cerveau qui bouillonne, mais une fois qu'on appuie sur le bouton on chez moi, on ne trouve plus le bouton off. Normalement, les formations de Solinfi sont de 3 heures à peu près, donc Ah, bah, ça va, ouais, ça va être, ça va être cool, t'inquiète. nickel. Autre chose que j'ai envie de vous inviter à faire, et ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire, c'est un petit exercice d'auto-coaching. Moi, c'est quelque chose que je fais, pratiquement tous les jours. Chaque fois que, j'ai un objectif, tous les jours, je vais travailler sur mes pensées, sur mon mental. Je vais devenir une chasseuse de pensées de merde. C'est-à-dire que, je vais m'observer penser. Quand j'ai envie de faire quelque chose et que je sens que je suis un peu dans mes peurs, que je suis un peu dans, vous savez les trucs là qui nous tournent boule, qui fait qu'on reste en pantoufles, qu'on traîne les pieds et qu'on est un peu, moumou. Je me dis: «OK Val, qu'est-ce qui se passe là concrètement? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter au sujet du fait que tu dois créer une nouvelle formation? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Ah, tu es en train de te raconter que ça fait, des années que tu as plus fait ça. Tu es en train de te raconter que, est-ce que tu es, encore capable de tenir un groupe, toute une journée? Tu es en train de te raconter que machin bazar. Est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce que tu as la preuve que c'est vrai? Ah ben non, en fait, j'ai pas la preuve. OK, et finalement, quel est le pire du pire du pire qui peut t'arriver si jamais c'était vrai? Ben, en fait, c'est pas si terrible que ça. Et est-ce que cette pensée m'appartient? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a soufflé? Est-ce que j'ai croisé mon mari, ou une amie à qui j'ai dit: «Oh, tu sais quoi? J'ai un nouveau projet, je vais faire ci, je vais faire ça», et qui m'a dit: «Oh, bah, moi j'ai essayé, je me suis royalement plantée, je te le conseille pas», ah, mais ça veut dire qu'en fait, c'est pas réellement ma pensée, c'est quelqu'un qui m'a dit que. Ah ouais, c'est intéressant à observer. Mais pourquoi est-ce que ce quelqu'un, il a échoué?
Est-ce qu'il avait un pourquoi assez fort? Est-ce qu'il a réellement tout mis en œuvre vraiment pour y aller? Et puis moi, je ne suis pas cette personne-là. Donc c'est intéressant de vraiment aller comprendre comment nos pensées fonctionnent. Et je ne suis pas du tout en train de vous dire de passer dans une pensée positive à outrance parce que si je vais bien, tout va bien, je mets un couvercle sur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça ne sert absolument à rien. C'est passer dans une pensée réaliste. Réellement, qu'est-ce qui se passe? C'est nos pensées vont créer nos émotions. C'est, l'interprétation qu'on a d'une situation qui va générer une émotion. Et donc, comment est-ce que je change l'interprétation de la situation pour changer mon émotion? Une personne qui vit une situation, on va prendre un exemple. 2 personnes sont en train de regarder le crash d'un avion. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, soit. 2 personnes, sont en train de regarder le crash d'un avion. Ben, il y en a une qui va avoir super peur et l'autre qui va être super triste. Pourquoi? Simplement parce qu'elles ont chacune leur réalité. Elles vont interpréter chacune, leur, réalité avec leur carte du monde, elles vont interpréter la situation. Et donc en fait, les pensées que leur mental va générer ne vont pas être les mêmes et donc les émotions vont être différentes. Et donc si vous arrivez à attraper au vol, devenir un chasseur de pensées de merde, vous attrapez au vol les pensées et à ce moment-là, vous pouvez aller interroger ces pensées. Est-ce que cette pensée m'appartient? Est-ce que j'ai la preuve qu'elle est vraie? Est-ce que j'ai la preuve qu'elle est fausse? Qu'est-ce que réellement il peut arriver de pire finalement? Et en fait, vous allez voir que votre pensée, elle va faire elle va voler en éclats et du coup, l'intensité émotionnelle, elle va diminuer. Et donc, si cette pensée de merde suscitait de la peur, beh, votre intensité émotionnelle de peur va diminuer. Et du coup, si votre peur diminue, beh, vous allez pouvoir plus facilement vous remettre en action. Je vois que tu dis, on parle de vagues, tu parles de vagues émotionnelles? C'est ça que Non, tu veux non, dire? j'ai une métaphore assez similaire avec superbe belle vague et la manière de se positionner sur la Voilà, vague, c'est ça. soit en dessous, soit au-dessus, te Oui, tout à permet fait. de pouvoir avancer ou de te faire couler. Ben, c'est parce que du coup, ça me fait, quand tu parles de vagues, on parle, hein, de vagues émotionnelles et c'est intéressant de savoir que l'émotion, c'est un processus psychocognitif. C'est-à-dire qu'on la crée cognitivement par nos pensées et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est nos pensées qui vont susciter nos émotions. C'est ce que je me dis au sujet de ce que je vis qui fait que je suis triste ou qui fait que j'ai peur, ou qui fait que je suis en colère, ou qui fait que, en fait, je suis content. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une notion de cognition là-dedans. C'est parce que, en fait, on va vivre quelque chose et puis ça va passer par tous nos filtres. Donc, tous par les croyances, par nos valeurs, par plein de choses et tous ces filtres-là vont générer finalement une pensée qui, à son tour, va générer un comportement. Et donc, alors, il y a, c'est le modèle de Brooke Castillo qui parle c'est un modèle de coaching qui dit en fait que, il me faudrait je devrais pouvoir le faire par écrit, mais là, c'est compliqué. Qui dit en fait que, si tu veux obtenir un résultat, la base de tout, c'est ta pensée, en fait. Et donc tu peux parce que ta pensée va générer en fait un comportement. Ce comportement va lui-même générer une émotion, qui lui-même va de nouveau engendrer une action, qui va générer un résultat. Et donc, si tu veux obtenir un résultat X, quel est le type de pensée que tu dois avoir pour obtenir ce résultat X? Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment une cascade. Et c'est ça qui est hyper intéressant à comprendre quand on est face à un obstacle, c'est de se dire, OK, où je veux aller? Je veux aller là. Qu'est-ce que je pense du fait d'aller là? Comment est-ce que qu'est-ce que j'en pense en fait? Oh ben, je pense que je suis pas capable, je pense que je suis trop ceci, je pense que je suis pas assez cela. Est-ce que ces pensées vont m'aider à aller là? Si la réponse est non, qu'est-ce que je dois penser pour aller là? Ben, je dois penser que j'ai toutes les compétences, je dois penser que quoi qu'il arrive, je suis capable de gérer ce qui va se passer. Et vous voyez? Et donc en fait, vous créez
la pensée qui va être nécessaire pour atteindre votre objectif. Et c'est pas de la pensée positive à outrance, c'est, avec ma réalité d'aujourd'hui, réellement, comment je peux faire? Tu voulais dire quelque chose, Loïc? Ouais, c'est juste pour ramener un petit peu à la pratique quotidienne en fait des infirmières, principalement des infirmières en soins à domicile. J'aime bien quand tu dis voilà que la pensée est vraiment voilà la base avant d'atteindre le résultat. Il y a énormément d'infis qui à un moment se disent ça ne va pas, je suis plus à ma place, j'ai plus de patients, les prescripteurs ne m'en envoient plus, il n'y a plus rien qui va en fait. Ouais, Et, euh, et c'est à ce moment-là que ça a tout son sens de se dire, OK, quelles sont mes compétences? Si jamais j'ai pas de patient maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une raison? Est-ce que je suis pas ouais, justement à ce moment-ci un petit peu essoufflé? Est-ce que je dois pas accepter que pendant 15 jours, je vais gagner un petit peu moins, mais je vais pouvoir me bien ressourcer sûr. et qu'une fois que je serai prête, une fois que mon énergie en fait va aller vers l'ouverture, vers l'acceptation de patients, il va y avoir des opportunités et c'est là qu'on peut aller les chercher, qu'on peut les accepter, qu'on peut les surmonter parce que souvent on a peur des opportunités. Tu en as parlé en point 2. Et moi, ce que je dis toujours, là, on parle pour le moment très fort de la nouvelle nomenclature. La nouvelle nomenclature, on la voit comme on veut, mais en fin de compte, moi, j'ai choisi de la voir comme une opportunité. Je crois que les infirmières qui sont dans cette logique-là, qui se disent, OK, il y a des points là-dedans qu'on peut réellement utiliser pour, voilà, pour évoluer, pour aller atteindre un objectif, un why qui est clair, tout est aligné et ça va arriver. On ne sait souvent pas pourquoi ça arrive au moment auquel ça arrive, mais c'est comme ça, c'est la notion d'alignement que parfois on ne peut pas toujours expliquer de façon ultra factuelle, ultra scientifique, même si j'aime vraiment bien ces notions, ces logiques carrées. Mais parfois, ben, voilà, on doit juste accepter que c'est pas la période, mais on doit garder en tête Oui. son objectif. Et c'est important, ce que tu dis, c'est aussi important d'accepter qu'on est cyclique. Tout est cyclique. Les Ouais, saisons, le cycle de la femme, tout est cyclique, le monde est cyclique, et donc c'est normal qu'on ait des downs et c'est important de pouvoir accueillir ces moments-là aussi. Ce qui est, ce qui est essentiel par contre, c'est de se dire: «Quand je suis dans un creux, j'observe que je suis dans ce creux. Je le vois, mais je ne me complais pas dedans. C'est-à-dire que je sais que là, je suis vraiment dans une phase creuse, que j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de tout envoyer chier, j'en ai ma claque, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais par contre, je me laisse, je sais pas moi, une semaine, 2 semaines, à voir en fonction de comment vous vous sentez, pour aller chercher mes ressources. Et si je sens que j'y arrive pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi-même, je vais voir des gens qui vont m'aider à aller me permettre aller chercher des ressources extérieures. Quand je me sens vraiment trop dans cette boule de nœuds, l'idée, c'est de se dire: «Je fais quelque chose pour ne pas rester dedans, mais je sais que c'est OK d'être dedans». Finalement, on peut être, là-dedans. Et un bon truc aussi, justement, si on est dans une phase où, il y a moins de patients, on est un peu dans ce creux-là, c'est de se dire: «Qu'est-ce que, je faisais quand ça allait bien, que je ne fais plus maintenant?» Parce que souvent, quand on met des choses en place, les choses bougent et donc on est dans une dynamique positive et ça va et ça va et ça va. Et du coup, tout ce qu'on mettait en place, on se dit: «C'est acquis» et donc on ne le fait plus. Mais du coup, en fait, ça s'éteint, ça s'essouffle un peu. Et donc c'est pas qu'il faut toujours être, faire, mais du travail de mindset, du travail de pensée. Moi, c'est pour ça que je le fais, quasi quotidiennement. C'est hyper important de se dire: «OK, dans quel état d'esprit j'étais quand ça allait bien? Ah j'étais en mode trop chouette, il y a plein de choses qui bougent et cetera. Dans quel état d'esprit je suis maintenant?» Et en fait, j'ai beaucoup donné pendant un mois, je suis fatiguée, peut-être que le bénéfice secondaire d'avoir moins de patience, c'est que ça vous laisse un peu détourner plus light, que vous pouvez un peu vous reposer, ou peut-être que justement ça arrive au moment du blocus de votre fils, et que donc vous avez un peu plus de temps pour lui, ou peut-être que vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'observer la globalité de comment vous vous sentez plutôt que de juste vous focaliser sur,
ce que vous avez l'impression qui ne va pas. Vous voyez? Si c'est, j'ai l'impression que ce qui ne va pas, ben c'est, j'ai plus de patients, j'ai moins les prescripteurs n'en voient plus ou les mutuelles mettent des plombes à payer ou le ticket modérateur, machin bazar, tout ce qu'on peut imaginer, de comme, difficulté avec les soins à domicile. Beh, à la place de ça, de dire: «OK, mais à l'intérieur de moi, comment je me sens? Je me sens fatiguée, je me sens triste, je me sens en colère. Quel est mon besoin? De quoi j'ai besoin, en fait, moi, là, maintenant?» Et si vous allez prendre soin de vous, et c'est d'ailleurs, on en a déjà parlé, Loïc, de ça, de comment prendre soin de soi pour se mettre après à son propre service et puis au service des autres, eh ben, de quoi j'ai besoin, en fait? Et parfois, alors on dit: «Oui, mais il y a toujours le côté où je ne peux pas prendre des vacances comme ça, ou je ne peux pas, m'arrêter de travailler parce qu'il y a un besoin financier». Mais d'un autre côté, parfois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'arrêter 2 jours, de se dire: «OK, je fais 2 jours off où réellement je m'écoute vraiment, et puis après, je mets des choses en place pour que, à mon retour, à ma reprise, j'ai trouvé une stratégie qui fait que je me remets dans une énergie qui va monter plutôt une énergie qui va descendre. Et donc, c'est hyper important d'arriver à faire un point. On s'arrête, et tu en as parlé d'ailleurs, j'imagine, avec Olivier de la Tower, du truc de pleine conscience, d'arriver à s'écouter. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Il y a un exercice qui s'appelle le Stop Feel Go. C'est quand tout est hyper, c'est le big bazar autour de soi. OK, je m'arrête, ça prend 3 secondes. Je m'arrête, je ressens, donc stop, feel, je ressens. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, à l'intérieur de moi? Je suis hyper énervée, je suis en colère, il y a plein de choses qui se passent. OK, je respire et je recommence et j'y retourne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez pris ces 2-3 minutes juste pour dire: «OK, observez ce qui se passe», et puis du coup, vous allez pouvoir répondre à votre besoin. Peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être après. Vous voyez ce que je veux dire? Plus tard dans la journée. Mais au moins, vous avez pris un peu de temps pour vous écouter et pour ne pas être tout le temps dans le faire, et je dois faire, faire, faire. Oui, mais c'est important d'être aussi, et ça, c'est quelque chose qui est important. Hem, Rachida disait que elle commence bien avec la motivation, l'envie de changer, et puis les jours passent et l'envie diminue. Et Nathalie nous dit comment s'arrêter 2 jours pour souffler un peu si on n'a personne pour nous remplacer. Donc, ouais. alors, par rapport à la motivation avec l'envie de changer, et puis les jours passent et l'envie diminue, c'est important de peut-être revenir à ton pourquoi. Pourquoi tu as, envie de changer? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que tu veux vraiment changer? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quel est le changement dont tu as réellement besoin? Et si ce changement t'anime vraiment, eh ben, je pense que, tu vas arriver à garder la motivation. C'est pareil que quand, on dit tous les régimes, hein, c'est important de dire pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids. Si c'est juste parce que, tu veux, rentrer dans un jeans, voilà, et que, beh, la motivation est pas le pourquoi est pas assez, hem, profond, ça touche quoi comme valeur? C'est important d'aller voir pourquoi c'est important pour toi de rentrer dans ce jeans. Tu vois? C'est vraiment l'idée d'aller reconnecter à la valeur qui motive ton changement. Et alors, comment s'arrêter 2 jours pour souffler un peu si on n'a personne pour nous remplacer? Virginie, Alors pas Nathalie, désolé. pardon? Non, c'était Virginie, pas Nathalie, désolé. Ah, OK. Alors, en effet, c'est vrai que c'est une difficulté quand on est à domicile de trouver des remplacements. Maintenant, je crois vraiment que, il faut aussi, moi, je sais que quand j'avais ma tournée, c'était très compliqué pour moi de confier mes patients à quelqu'un d'autre. Donc je choisissais, précautionneusement la personne à qui j'allais confier «mes bébés» entre guillemets, et c'est vrai que il existe des sociétés qui mettent en fait des infirmières de remplacement à disposition. Moi, j'avais une amie qui justement travaillait dans ce genre de société, mais parfois c'est difficile d'oser les appeler. Et donc parfois, c'est un petit travail aussi à faire sur soi, à pouvoir se dire: «Beh, OK, en fait,
j'ai besoin pour pouvoir être 100% OK avec mes patients, 100% disponible, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et peut-être que ça passe par 2 jours où les soins seront pas faits exactement comme moi j'ai envie qu'ils soient faits. Je sais pas si Loïc, ça te parle un peu, Oui, cette donc notion de cette notion, ça me parle très très fort parce que c'est un sujet qui revient beaucoup auprès des personnes qui me posent des questions pour comment faire pour, voilà, pour faire grandir ma tournée ou pour être mieux avec mes soins à domicile ou pour avoir moins de up and down et ainsi de suite. Et donc, cette logique de remplaçant, remplaçante, remplacement, ça revient tout le temps. Alors, on me dit, est-ce que c'est bien de faire appel à une société de remplacement? Est-ce que c'est bien de faire des posts sur Facebook? Est-ce que c'est bien d'aller passer des coups de téléphone à des collègues? J'ai envie de dire, avant de faire ça, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez avec votre tournée. On revient toujours à ça. Si l'infirmière, avant de contacter la boîte de remplacement ou l'infirmière qui est en train de mettre un post sur un réseau social en disant j'ai de la place, eh ben, si on ne sait pas ce qu'on veut, ça ne va jamais matcher. Et donc, d'abord, décider de, tiens, moi, pour mon équilibre global, je souhaite avoir un jour de congé par semaine et un week-end par mois. Par exemple, je souhaite, tadam, je souhaite avoir toutes les vacances scolaires disponibles. Si c'est ça, en fait, ça change complètement la logique de recherche du remplacement et ça change aussi ce qu'on est prêt à tolérer par rapport à la personne qui va venir nous remplacer. Parce que souvent, l'infirmière qui se fait remplacer est le moteur du ressenti négatif que les patients peuvent renvoyer vers la remplaçante qui, par la suite, elle-même ne veut plus venir remplacer. Et alors, on dit, ouais, mais c'est super compliqué de bien de tomber sur une bonne remplaçante ou de ne pas se faire lâcher. Qu'est-ce qu'on influe comme énergie quelles sont vers nos croyances? en Quelles sont nos lien? croyances autour de ça? Voilà. Donc, moi, j'ai accepté très, très tôt de déléguer des patients. Ça a franchement pas été facile. Il y a 15 ans, ma première expérience de remplacement, elle était catastrophique, hein. Je finissais ma tournée à 14 heures et la collègue qui venait me remplacer finissait à midi. Bien évidemment, ben, ça n'a pas matché, mais ça n'a pas matché a posteriori parce que moi, je n'étais pas prêt à me faire remplacer, je n'étais pas prêt à accepter qu'il fallait faire des concessions par rapport à ça. Il m'a fallu quasiment un an supplémentaire pour retrouver une personne qui me correspondait mieux et surtout une personne euh, auprès de qui j'étais en accord, je commençais à avoir une vision sur ce que je voulais et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Donc quand Virginie, tu dis dans la région, il n'y en a pas, tu as déjà fait appel à une société, mais malheureusement pas dans notre région. Peut-être intérim. Personnellement, je suis pas particulièrement preneur de l'intérim, mais par contre, je suis très, très, très fort preneur de qu'est-ce que tu offres comme environnement, qu'est-ce que tu souhaites exactement comme personne. Et à partir de ce moment-là, prends ton téléphone et commence à contacter des collègues dans des milieux hospitaliers, parce que si c'est juste une remplaçante de un jour par semaine, il y a énormément de filles qui n'osent pas se lancer dans les soins à domicile en tant Mmh. que complémentaire, tout simplement parce que le secteur des soins à domicile est très mal perçu. Ça Et fait je peur. crois qu'il n'y a pas grand monde qui peut me contredire sur le fait qu'on est quand même un milieu un peu considéré, un peu assimilé à un milieu de requins. Donc à partir de ce moment-là, sachant qu'il y a des personnes qui sont en demande de lien de confiance, je crois il y a beaucoup d'infirmières titulaires qui peuvent se dire, OK, elle cherche un lien de confiance et moi, j'ai envie d'être remplacé par une personne en qui je peux avoir confiance. Matchez-vous. Et là, Oui, c'est un travail voilà, c'est un travail de communication, d'affirmation de soi, de cadre, hein, parce qu'il faut aussi dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, dans quel cadre on le place, quel va être le pourcentage, comment on fait la facturation. Et il faut être juste par rapport à ouais. soi. Il faut savoir que si on veut garder la main mise avec son logiciel, eh ben,
qu'on ne se prostitue pas pour avoir une remplaçante qui ne rentre pas dans dans ces conditions-là. Et au plus on est clair avec son fonctionnement, au plus on va fonctionner. Ça, pour moi, c'est une clé aussi pour pouvoir passer des obstacles, parce que, en fait, la délégation, c'est ce qui nous amène, d'une certaine manière, à pouvoir trouver l'équilibre, qu'on délègue beaucoup ou un petit peu, mais dans tous les cas, pour être bien aussi en soins à domicile, on est obligé de déléguer. On doit déléguer parfois un accompagnement palliatif à une seconde ligne. On doit déléguer une relation forte qu'on aurait pu avoir ou qu'on avait à une autre personne qui matche mieux. Voilà, on doit quasiment tout le temps déléguer et on doit l'accepter. Oui, et c'est important de voir quel est son besoin et puis qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher. Quelles sont nos croyances derrière tout ça? Parce que là, je vois, une personne qui est honnête et oui, mais c'est aussi nos croyances. Si on a la croyance qu'en se faisant remplacer, on va se faire piquer ses patients, je vous mets ma main coupée que c'est ce qui va vous arriver. Parce Ouais, que nos pensées créent notre réalité. Si vous pensez cela, vous allez attirer vers vous des gens qui sont dans cette dynamique-là. Parce que en fait, le monde est notre miroir. Et donc, si vous pensez que vous allez tomber sur quelqu'un, mais je ne dis pas penser parce que je vous l'ai dit de penser, si vous le sentez même à l'intérieur de vous, il faut que vous l'incarniez. Il ne faut pas vous dire: «Oui, Valérie a dit que je devais penser que», mais au fond de vous, vous pensez que, ça ne va pas fonctionner, hein. Mais, mais si vous réellement, au fond de vous, vous savez que, tout le monde n'est pas malhonnête, que, tout le monde enfin, il y a des infirmières qui, comme disait Loïc, qui voudraient faire juste un jour par semaine et que vous avez confiance en ces personnes, que, eh ben, vous allez attirer à vous ce genre de personnes. Mais par contre, en effet, il va falloir lâcher aussi quelque chose. Il va peut-être falloir lâcher du perfectionnisme, il va peut-être falloir lâcher un peu une part financière, il va peut-être voilà, il va peut-être falloir il y a plein de choses qu'il va falloir lâcher et souvent, quand le remplacement n'est pas si fluide, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui réellement vous empêche de confier votre tournée à quelqu'un d'autre et c'est important d'aller voir vraiment ça derrière et puis si vous avez, ça c'est un petit aparté, une infirmière qui travaille à l'hôpital et qui veut, devenir infirmière complémentaire et mais qui n'ose pas se lancer, ben vous appelez Loïc et il va l'aider à booster son départ en en tant qu'infirmière complémentaire indépendante, n'est-ce pas Loïc? je l'ai pas vu venir celle-là. Donc, Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un petit aparté. Loïc, tu peux avoir mon numéro. Tout le monde peut avoir mon numéro. Déjà, vous m'avez sur Enfin, Messenger. Je crois que vous voyez que je suis suffisamment réactif. Mais ouais, c'est quand même vraiment très, très important. On peut être bien et équilibré avec le soin à domicile parce que c'est quand même la crainte de beaucoup, c'est de ne plus rester en équilibre. J'entends des infirmières, celles qui se plaignent qu'elles n'ont pas assez, ben, en fait, il faut se dire aussi qu'il y en a d'autres qui se plaignent parce qu'elles ont trop. Et ouais, parfois, ces deux personnes, en se retrouvant pas forcément dans une collaboration qui est, euh, qui est définie, pas dans un groupement, on peut chacun garder son indépendance, mais on peut avoir des échanges de bons procédés bien sûr. dans la profession. Et je rebondis sur ce que tu avais dit aussi concernant le fait que, il y a des infirmières qui piquent des patients, même si de mon côté, j'ai toujours cru, quand je voyais une personne, que foncièrement, de prime abord, elle était très bien. Donc ça, c'était vraiment ma croyance première. Et ça m'a pas empêché de vivre des mésaventures. Mais en attendant, bah, ok, eh ben, au niveau de son karma, ça sera quand même pas top. Et moi, de toute façon, j'ai les compétences, j'ai tout ce qu'il faut pour aller rechercher des patients. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si tu crois en toi, tu sais que, c'est pas grave. Si tu as plus ce patient-là, il y en aura d'autres qui vont rentrer, dans ta tournée, que tu vas inclure dans ta tournée. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, à tourner, j'ai été contacter, toutes les infirmières qui tournaient dans le même secteur que moi. J'ai dit: «Mais voilà, coucou, moi j'étais innocente, hein, j'avais 20 ans. J'ai dit: «Coucou, moi je suis la petite nouvelle, je viens de me mettre en indépendante, j'ai pas de patients, donc comment est-ce que vous avez fait?» Et en fait, j'aurais pu croire
que les gens allaient me dire mais t'es complètement taré. Parce que ça, on me disait, mais tu vas pas aller voir la concurrence, ils vont jamais te donner des patients, etc. Et en fait, en 3 mois, ma tournée était complète parce que les infirmières que j'avais contactées, il y avait des jours où elles m'appelaient, me disaient, écoute, là, je suis débordée, tu veux pas juste me prendre 2 patients de ma tournée? Et en fait, du coup, ben, on s'arrangeait niveau facture. Et je faisais juste 2 patients de sa tournée. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis fait connaître par les médecins. Et en fait, mais à la base, j'ai juste contacté des gens, des collègues, et j'ai juste dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et qu'est-ce qu'il y a moyen de faire ensemble? Et du coup, il y a une forme d'entraide qui se met. Et ça, je pense que c'est aussi important de se dire que, alors, on parle beaucoup de concurrence, mais finalement, des patients qui ont besoin de soins à domicile, il y en a, mais il y en a pour tout le monde, hein. Ça, je pense que, et de plus en plus, puisque on les renvoie, de plus en plus vite, à domicile. Donc ça, c'est aussi clairement, important de de sortir de. On dit souvent, hein: «Si tu vibres le manque, tu vas attirer le manque. Si tu vibres le plein, tu vas attirer le plein», et donc de voir finalement, de déjà pouvoir se réjouir, d'avoir quelques patients, et en se réjouissant d'avoir quelques patients, ça va gonfler. Si vous vous, hem, si vous voyez juste ce que vous n'avez pas, genre, j'ai pas, ce serait pas mal que j'ai, un soin Palia ou un forfait C, ou que j'ai plus ceci ou plus cela. Si vous focalisez votre attention là-dessus, en fait, vous allez vibrer le manque, et du coup, votre énergie va chuter et vous n'allez pas être dans une énergie haute. Que si vous voyez ce que vous avez déjà, de vous dire: «Ah super, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça», et du coup, vous allez être dans une énergie beaucoup plus haute, et qu'est-ce que vous allez attirer? Vous allez attirer des vibrations beaucoup plus positives, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, et c'est de nouveau dans l'observation de ses pensées. J'ai encore quelque chose à partager, je ne sais pas si on peut dépasser le temps ou pas? Normalement, non, c'est une des règles de base, mais vas-y, Allez, je veux juste vous dire, c'est important d'observer votre entourage, de s'entourer de gens qui, vont croire en votre projet. Si vous vous entourez de gens qui sont foncièrement négatifs, à chaque fois que vous dites, vous amenez avec un super entrain de dire: «Oh je vais faire ça, je vais faire ça», et que lui, il va vous regarder, il dit: «Mais tu es complètement taré, tu vas te mettre en indépendant. Tu as vu la conjoncture, tu as vu l'inflation, tu as vu les frais», et du coup, il va vous bam! Il va vous saquer. En fait, ça ne va pas vous aider. Si vous, votre projet de cœur, votre why, il est hyper profond, eh ben, entourez-vous de gens qui croient comme vous que quand on a un objectif et qu'on sait que c'est fait pour nous, eh ben, entourez-vous de gens qui ont la même croyance, qui vont vous porter, vous dire: «Ah mais c'est une super idée». Alors peut-être qu'il va vous dire: «Oui, mais tu as peut-être pas pensé à ça, mais moi j'ai pensé à ça et du coup je peux te conseiller de faire ça», et du coup, ça va vous porter. Mais essayez d'observer ce que votre entourage dit, et ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour vous. Vous n'êtes pas cette personne-là, vous n'avez pas son système de croyance, vous n'avez pas sa carte du monde, vous avez votre carte du monde, et donc c'est important de croire que chaque personne est différente, que chaque personne réagit finalement aux stimulations positives ou négatives, aux opportunités positives ou négatives que la vie nous offre de façon différente. Mais si vous croyez que vous êtes capable d'y arriver, je vous assure que vous allez y arriver. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, je peux même conclure là-dessus. C'est beau comme conclusion, non? c'est très, très beau. On dit aussi qu'on est la moyenne de 7 personnes qui nous entourent, hein, ça revient régulièrement dans les citations, etc. Donc, sélectionnez aussi les personnes qui font votre entourage, même si c'est pas toujours chouette. En tant qu'infirme, on a aussi cette casquette sauveur-sauveuse. Ouais, ouais. On a envie de faire plaisir, on a envie d'aller aider, voilà, de sauver, mais parfois au détriment de soi-même. Et donc, on doit être juste par rapport à cette notion. Donc, prenez cette personne ultra positive, entourez-vous de ces personnes-là, faites-en un socle, et derrière, vous aurez plein d'énergie pour aller aider de façon bienveillante des personnes qui sont en difficulté. Ça peut être des personnes de sa famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes un peu plus lointaines. Mmh. On peut avoir comme projet d'être membre actif dans des associations d'entraide, bien sûr, mais ça, c'est une fois qu'on est bien dans son milieu. En tout cas, ça, c'était ce que je Ouais. pensais important Et de... surtout, n'arrêtez pas de croire
enfin, continuez de croire que vous avez les ressources et si vos ressources sont trop planquées, faites-vous aider, que ce soit par des amis, par un coach, par Loïc, par n'importe qui va vous montrer finalement que, mais quand on veut, on peut, que quand on en revient de nouveau à ce fameux why, quand ça vous anime au plus profond de vous-même, bah, vous allez mobiliser toutes ces ressources pour pouvoir y arriver et ça, c'est vraiment hyper important. Valérie, je te remercie en tout cas Avec grand pour ton plaisir. partage, pour toutes tes, voilà, pour toutes tes clés que tu nous as transmis aujourd'hui. Rachida nous dit qu'elle va réfléchir sur son why. Ah bah, Euh, super. Virginie nous dit aussi qu'on est là pour donner, rebooster l'énergie. Donc voilà, je vais pas vous parler aujourd'hui de Solinfi, même si je vais quand même profiter de dire que je suis conscient du plein. Et donc, on est quand même déjà plus de 230 membres, ce qui n'empêche que je serai toujours ravi d'accueillir des nouveaux membres dans le programme, que je l'ai écrit dans le groupe Solinfi. Pour le moment, c'est un petit peu un stand-by le temps de finaliser la migration vers une nouvelle plateforme qui sera encore plus chouette. Vous allez avoir des badges quand vous suivez les formations, les certificats seront dans un même environnement. Enfin, c'est vraiment top. Donc, le programme TNC VIP, c'est minimum 3 heures de formation tous les mois, en plus du fait que vous voyez ma tête très régulièrement dans des petites formations et que j'essaye de la montrer avec un sourire, avec du dynamisme et avec de la bienveillance, parce que je suis persuadé que c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer ensemble et faire en sorte que notre profession puisse retrouver une certaine notion de légitimité et de reconnaissance parce que je crois que c'est pas en allant essayer voilà, de se plaindre en permanence qu'on va être mieux perçu, qu'on va pouvoir réussir à mieux faire passer nos messages. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai envie que cette communauté, elle soit forte, qu'on soit membre, qu'on ne soit pas membre. En attendant, quand on est membre, c'est mieux parce qu'on a de la formation continue de qualité. Mais si on l'est pas, c'est pas grave quand même. On partage le groupe, on partage cette bonne humeur, on partage le fait que ben, les gens sont foncièrement bons et qu'on peut évoluer tous ensemble. On reste encore un tout petit peu juste derrière la formation pour répondre à vos questions si jamais vous le souhaitez. Là, je clôture et si jamais, n'hésitez pas.